prestataire en fait à l'Université de Paris, merci, au laboratoire VAC. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelques données d'une dernière étude de ma thèse qui s'intitule Mouvement oculaire et activité de la vie quotidienne dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une thèse que j'ai réalisée sous la direction du professeur Sylvain Faure et du docteur Sarah Spotarno, qui est lectureur à l'Université de Kiel. Et puis cette étude, il faut savoir qu'on l'a aussi menée en collaboration avec l'Institut Claude Pompidou, donc c'est le Centre Mémoire de Nice, sous la supervision du docteur Renaud David et également du professeur Philippe Robert. Alors, donc bien que le diagnostic en fait, de la maladie d'Alzheimer nécessite une significante baisse d'autonomie comme critère, il faut savoir qu'actuellement, on n'a pas de gold standard mesure, c'est-à-dire de mesure idéale pour évaluer le niveau d'autonomie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En effet, partout dans le monde, dans les consultations mémoire, ce qui est le plus utilisé dans la pratique clinique, c'est des questionnaires qui visent à évaluer en fait, le niveau d'autonomie pour la réalisation de différentes activités de la vie quotidienne. Par exemple, conduire son automobile, savoir encore passer un numéro de téléphone, etc. Et donc, ces questionnaires sont adressés la majeure partie du temps aux aidants, c'est-à-dire soit à la famille ou les accompagnants du patient, et dans quelques cas, au patient lui-même. Donc, c'est pourquoi les résultats de ces questionnaires doivent être interprétés avec des pincettes, puisqu'ils peuvent potentiellement être biaisés. Donc, dans notre étude, en fait, que je vais vous présenter aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir trouver d'autres approches, permettant des mesures plus objectives de la perte d'autonomie chez les patients en consultation mémoire. Donc, il faut savoir que plusieurs activités de la vie quotidienne, telles que gérer ses finances, ses médicaments ou encore cuisiner, nécessitent de rechercher un ou plusieurs objets dans l'environnement de façon efficace pour pouvoir ensuite l'utiliser dans l'activité en question. Et bien sûr, ces activités peuvent être impactées par différentes fonctions cognitives, aussi la motricité de base. Et dans les fonctions cognitives, nous, on s'est focalisé plus sur ce qui va être le déplacement de l'attention dans l'environnement et les déficits de recherche visuelle. Donc ces déficits-là peuvent avoir un grand impact sur la qualité de vie des personnes en général. Donc le but de cette étude a été d'examiner l'influence de sources d'informations top-down, donc cognitives, sur la capacité à réaliser certaines activités de la vie quotidienne chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer en comparaison à des personnes âgées en bonne santé. Et bien sûr au moyen de l'enregistrement de leurs mouvements oculaires pendant la réalisation de ces activités. Alors, dans cette étude, donc, elle s'est déroulée au Centre Mémoire de Nice et elle consistait en fait en 3 essais, c'est-à-dire que les patients devaient réaliser 3 tâches du quotidien. Il s'agissait donc de faire du thé, de faire une tartine de pain avec du beurre et de la confiture, et puis de préparer une carte pour l'envoi. Donc on avait bien 2 tâches qui sont domestiques et une tâche non domestique. Alors nous avons manipulé la relation fonctionnelle et également sémantique entre les objets et l'activité à réaliser en question. Donc ici vous avez un exemple de table. Donc à partir de ces objets-là, pas tous, les participants devaient faire du thé. Donc dans les tables, il y avait au total 12 objets et parmi ces 12 objets, on avait 5 objets donc, fonctionnels à l'activité, c'est-à-dire reliés à l'activité, comme ici la bouilloire, le sachet de thé, le sucre, etc. Et on avait également 5 objets donc, cohérents sémantiquement avec l'activité, mais non nécessaires pour sa réalisation. Donc ici, c'est-à-dire qu'on a des objets qui vont être reliés à la nourriture, à la boisson, par exemple. Donc on a le fouet de cuisine, la fourchette, etc. Et enfin, on avait 2 derniers objets qui consistaient en fait en des objets qui sont incohérents, des distracteurs à 100% avec l'activité, comme l'ampoule et la carte vitale. L'hypothèse ici, en fait, c'était qu'on s'attendait à ce que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer
fixe davantage les distracteurs, qu'ils soient cohérents ou incohérents dans la tâche par rapport aux personnes âgées en bonne santé. Puisqu'il a été montré dans la littérature, on n'a pas encore beaucoup de données sur la question, mais il y a des papiers qui indiquent que les patients, dès les premiers stades de la maladie, présentent en fait une dégradation des connaissances sur les tâches. Donc 14 patients au stade léger de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qui présentaient un score au MMSE, au Mini-Mental State Examination, compris entre 21 et 26. Donc c'est une échelle courte et rapide qui permet d'évaluer le fonctionnement cognitif général. Donc ils étaient vraiment au stade léger et pas encore à des stades avancés de la pathologie. On avait également donc en groupe de référence 15 personnes âgées en bonne santé et tous les patients avaient une moyenne d'âge d'environ 75 ans. Tous les participants avaient également une bonne vision ou du moins corrigée à la normale pour participer à cette étude, pour ne pas avoir d'autres biais potentiels par rapport à l'interprétation des résultats. Et puis, vu qu'il s'agissait d'une expérience en situation réelle, nous avons enregistré les mouvements oculaires au moyen des SMI Eye Tracking Glasses avec une fréquence d'échantillonnage de 60 Hz. Donc, en fait, il s'agit de lunettes légères à porter et qui permettent de filmer la scène visuelle que le patient voit et également la pupille afin d'enregistrer les mouvements des patients oculaires. Donc, par rapport aux variables dépendantes que nous avons mesurées au niveau des mouvements oculaires, nous avons annoté les durées de visite sur les objets pendant la réalisation des activités. Donc, la durée de visite, c'est quoi? C'est tout simplement le temps qui s'écoule entre la première fixation sur un objet et la dernière fixation sur l'objet lorsqu'il n'y a pas de fixation en dehors de l'objet entre-temps. Et au niveau comportemental, nous avons évalué la durée de réalisation des activités et également son exactitude, si les patients avaient réussi ou pas la tâche. Donc, au niveau des résultats, ici, je vous ai présenté les résultats pour la variable durée de visite sur les objets. Mais dans un premier temps, il faut savoir en fait que les patients ont réalisé avec la même exactitude les différentes activités, qu'elles soient domestiques ou non domestiques, que les personnes âgées contrôlent. Et ils ont mis aussi un temps comparable pour les réaliser. Donc au niveau, on va dire, comportemental basique, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, pas de déclin visible à l'œil nu pour les patients. Mais par contre, lorsqu'on s'intéresse à l'analyse en fait, des mouvements oculaires, on voit ici sur le graphique que dans un premier temps, les patients, tout comme les personnes âgées contrôle, fixent autant les objets fonctionnels. Donc, c'est la première barre noire. Donc, tous les patients fixent plus les objets fonctionnels et les contrôles aussi par rapport aux distracteurs, donc incohérents ou cohérents, donc les petites barres grises, ce qui est normal. Donc, comme l'avait souligné Pierre Pouget, lorsqu'on explore l'environnement, nos fixations, nos saccades ne sont pas aléatoires. Et surtout, lorsqu'on est dans des types de tâches comme celle-ci, notre attention va être guidée par donc les buts de la tâche. Ça va être vraiment top-down. On va fixer plus les objets qui vont être nécessaires à la tâche et inhiber les objets non nécessaires pour s'adapter à l'environnement et avoir une bonne autonomie. Donc, pour ce qui est des activités domestiques, faire le thé ou faire la tartine de pain, on a les mêmes patrons d'exploration visuelle pour les patients et les personnes contrôle. Mais par contre, si on regarde le dernier graphique pour la tâche non domestique, on voit en fait que dans ce cas-là, les patients fixent davantage les distracteurs par rapport aux personnes contrôle. Donc, dans l'ensemble, les résultats de notre étude montrent un guidage réduit fourni par les buts de la tâche dans la maladie d'Alzheimer, mais seulement que pour l'activité non domestique, donc préparer la carte postale pour l'envoi, et pas pour les activités domestiques, donc thé et toast. Et puis ces résultats-là, on les a interprétés en fonction en fait, du type de tâche, puisqu'on avait différentes tâches qui sont donc variées. Et puis, donc, par rapport à l'interprétation, nos activités domestiques ont pu être en fait surapprises.
la familiarité de ces activités a pu libérer des ressources de traitement, ce qui a pu permettre aux personnes Alzheimer d'optimiser leur performance dans cette tâche-là. Et à l'inverse, l'activité dite non domestique, donc de préparer la carte postale, a pu nécessiter des traitements top-down plus importants, puisqu'elle était moins familière, et à savoir aussi qu'elle présentait plus d'étapes d'action pour sa réalisation. Donc elle était un peu plus longue à réaliser. Et ce qui est aussi important de noter et de discuter en relation avec les résultats de notre étude, c'est que dans la littérature, il y a plusieurs arguments en faveur d'un déclin des activités qui vont nécessiter plus de traitements top-down, comme par exemple gérer ses finances, chez les patients qui présentent un mild cognitive impairment, donc un trouble cognitif léger qui est le stade avant l'entrée en démence. Donc c'est pourquoi ce patron de résultats reste cohérent en fait, si on trouve un déficit juste dans l'activité qui est non domestique et qui requiert plus de processus top-down. Donc dans l'ensemble, notre étude montre vraiment l'intérêt des mesures de mouvement oculaire comme mesures fines et objectives des patrons d'exploration visuelle lors de la réalisation de ces activités. Et ça pourrait être bénéfique par la suite de développer une tâche en couplant oculométrie et activité qui nécessite plus de traitement top-down pour la détection plus fine du déclin fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et donc aussi diagnostiquer plus précocement les patients et mettre des moyens d'aide en amont pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible à domicile. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle ? En tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment plusieurs pathologies où on peut utiliser les mouvements des yeux comme dépistage même précoce, parce que ici, c'est avant même qu'il y ait des troubles comportementaux, si j'ai bien compris, qu'on commence à... Moi, j'ai une question juste. Votre expérience était faite avec des images ou des vraies tables ? Non, c'était en situation réelle, en fait. Réelle. C'est dans une pièce au centre mémoire. Et c'est pourquoi on a utilisé un oculomètre D'accord. Est-ce que ça marcherait aussi bien ? Vous avez pu comparer ? Est-ce que ça marcherait aussi bien sur des images ou est-ce que c'est le fait que ce soit... Sur des images, on ne peut pas vraiment... Peut-être qu'on pourrait mesurer réellement la capacité à réaliser ces activités-là. Mais là, il y avait vraiment un intérêt real world. On passait vraiment des questionnaires à leur capacité réelle, en fait. Même si certains, que ce soit des chercheurs ou des cliniciens, ont déjà évalué ces capacités-là en demandant aux patients de faire du thé. Mais après, ça reste quand même une cotation qui reste subjective, qui dépend de l'expérimentateur, en fait. Très bien. Oui, merci. J'avais juste une petite question sur les dernières diapos là, qui montrent la durée de fixation des distracteurs, des distracteurs non domestiques. Je me demandais, cette durée allongée, elle se traduit par quoi ? C'est un retour ? Parce qu'on peut imaginer qu'ils vont voir plusieurs fois le même objet et du coup, en cumulé, ça fait plus de temps. Ou vous avez mesuré qu'une seule fixation ? Désolé si je ne suis pas clair, du coup, vous avez mesuré tous les temps pour lesquels ce sujet regarde cet objet, et si oui, est-ce que le fait que ça dure un peu plus longtemps, c'est parce qu'ils y vont 2 fois, ou en fait ils y vont aussi le même nombre de fois, mais c'est vraiment le temps qui fixe qui est plus long ? Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'était très clair, c'est une bonne question. Donc ici, on a mesuré donc, le temps de visite et pas le nombre de visites ou de revisites. On aurait pu le faire, mais là, c'est vraiment, par exemple, si vous réalisez la tâche, vous regardez la bouilloire, on va prendre la première fixation jusqu'à la dernière fixation sur la bouilloire, et puis les autres fixations encore sur les objets. S'il revient sur l'objet, ça fait une deuxième durée de fixation sur cet objet-là. Donc, vous cumulez le temps ? Oui, voilà les temps de fixation sur les objets. Et du coup, ça, c'est la moyenne
Pardon. Ça, c'est la moyenne de chacune de ces fixations, s'il y retourne, ou c'est en temps cumulé le temps qu'il a. Imaginons donc bouilloire, ensuite sac de thé, bouilloire, sac de thé. Est-ce que ça, c'est la moyenne des durées C'est sur la la moyenne bouilloire? pour chaque catégorie, en fait, puisque Ok. on avait Functional Objects. Ok, Ça comprend cinq d'accord. objets, comme Ok. je l'avais montré sur la table. Donc, on Ok. a fait la moyenne de toutes les fixations Ok. pour la catégorie en question. Ok. Après, pour aller plus loin, c'est que là, on a commencé, on a analysé cette variable-là. Et puis, bien sûr, c'était vraiment très time-consuming parce que je les ai annotées à la main. Donc, il y avait plusieurs vidéos analysées. Même si on a des systèmes de semantic gaze mapping qui vont le faire de façon automatique, mais ce n'est pas aussi accurate que l'humain. Donc, j'ai préféré faire de cette façon-là. On peut également analyser d'autres index qui peuvent être pertinents. Là, on a un deuxième volet. On va s'intéresser plus à des mesures comme les look-ahead fixation. Donc, ce sont des fixations anticipatoires qui sont réalisées sur les objets quelques secondes avant qu'ils soient utiles pour l'action suivante. Par exemple, si je sais que dans l'étape suivante, je vais devoir prendre le sucre et le mettre dans la tasse de thé, en faisant l'étape précédente, je vais déjà fixer l'autre objet, le localiser et avoir une représentation spatiale de sa localisation pour ensuite préparer aussi l'exécution avec la main. Donc, on va aussi annoter les eye-hand latency, donc la latence œil-main. Et ça, c'est vraiment une deuxième partie des analyses qu'on fait actuellement en collaboration avec Ben Tatler à Aberdeen. Est-ce que ça suggère que du coup, il faut enrichir l'environnement, mais ça, on le sait déjà, des personnes Alzheimer, les sortir de leur cuisine un petit peu pour leur faire plein de tâches un petit peu plus compliquées pour essayer de ralentir le déclin? Pas forcément, en fait. Là, peut-être justement, vu que vous soulignez la complexité de la tâche, peut-être qu'aussi, dans l'activité non domestique, les objets étaient peu familiers. Donc, au quotidien, il ne sert pas beaucoup de ces objets. Donc, il y a plus de compétition entre les objets et d'interférence, en fait. D'accord. Il y a vraiment plusieurs explications possibles. Et c'est vraiment le début. On avait aussi dans la littérature les travaux de Ford, des collaborateurs, qui ont analysé aussi les mouvements oculaires chez un patient atteint de la maladie d'Alzheimer lorsqu'il réalise du thé. Donc, ils se sont fixés sur une activité. Ils avaient un seul patient, donc il s'agissait d'une case study. Nous, on avait un échantillon plus conséquent et on a voulu aussi varier les activités. Parce que si ils réussissent une tâche ou ils échouent dans une tâche, ça ne veut pas dire que ça va se généraliser à toutes les tâches qu'ils font au quotidien. Et donc, dans cette étude de Ford, il s'est intéressé en particulier à des patients qui présentent un Action Disorder Syndrome, c'est-à-dire que ce sont des patients qui sont vraiment très impactés au quotidien par leur déficit dans l'autonomie, dans la réalisation des activités. Et c'est dû en fait à des lésions frontales. Donc quand on a des lésions frontales, on a du mal à planifier l'activité, à l'organiser, à inhiber les distracteurs. Et dans leur étude, ils ont montré en fait qu'ils trouvaient des patrons d'exploration visuelle déficitaires que chez les personnes avec ADS et pas les patients Alzheimer. Juste, j'imagine que vous avez contrôlé pour l'équivalence de la vision pour chacun de ces deux groupes. Parce que bon, il y a des travaux qui sortent maintenant pour dire que très tôt, dans la rétine, il y a aussi des atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Je me fais l'avocat du diable, mais on pourrait imaginer qu'ils regardent un peu plus longtemps parce qu'il leur faut un peu plus longtemps pour identifier les objets. Est-ce qu'ils ont une vision identique dans les deux groupes? Pour la vision, ce qu'on a mesuré, en fait, c'est l'acuité visuelle. Et puis, à savoir aussi qu'avec les lunettes oculométriques, on pouvait mettre des lentilles correctives, en fait, avec aimant pour corriger la dioptrie. Donc, à ce niveau-là, ça allait. On a fait passer aussi le test d'Ishihara pour la discrimination des couleurs. C'était normal, il n'y avait pas de pathologie spécifique de glaucome, etc. On a écarté tout ça. Et puis, c'est vrai que déjà, avec l'avancée en âge dans le vieillissement normal, on a un déclin au niveau oculomoteur. Déjà, les personnes âgées en bonne santé vont avoir des temps de latence plus longues, vont faire plus de fixation, par exemple, quand ils sont dans des tâches de recherche visuelle ou autres. Et les patients Alzheimer, c'est encore plus significatif par rapport au vieillissement normal.
Mais dans cette tâche, vu qu'on a manipulé des facteurs top-down, ça va être vraiment dû à ces facteurs-là, puisque dans les autres tâches, on ne voit pas de déclin. Si on avait vu un déclin dans d'autres tâches, dans toutes les tâches, on aurait pu aussi faire des scores Z, en fait, pour éliminer cette composante de ralentissement moteur. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos questions.